La France a longtemps accusé un retard dans la formation de sa population aux gestes qui sauvent. Si de nombreux acteurs sont depuis longtemps engagés dans ce combat, les attentats de novembre 2015 ont pointé du doigt la faiblesse de l'engagement citoyen dans ce domaine. Depuis, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour pallier ce manque. Sont-ils suffisants? Que reste-t-il à faire? Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, on a très vite réfléchi au sein du ministère de l'Intérieur pour pouvoir mettre en place un programme qui serait destiné à tous nos concitoyens, au public, dans un souci de résilience et de formation aux premiers secours. Pour ce faire, on s'est d'abord appuyé sur les travaux qui avaient déjà été menés, les réflexions qui ont été rapidement menées au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi au sein de la Croix-Rouge. Et donc je remercie ces deux institutions et leurs représentants qui sont ici, puisque dès décembre, on s'est très vite rassemblés ensemble, l'ensemble des associations agréées de sécurité civile, la brigade de sapeurs-pompiers, et sous l'égide du cabinet du ministère de l'Intérieur, on a construit très rapidement un référentiel que l'on a appelé Gestes qui sauvent et qui maintenant commence à être bien connu et qui a permis d'être diffusé très rapidement pour être enseigné dès le mois de février. Donc sans paraphraser le ministre dans son discours de tout à l'heure, il y a eu une première période de formation qui a eu lieu au mois de février 2016, qui a permis de former à peu près un peu moins de 85 000 de nos concitoyens. Et j'insiste vraiment sur le fait que ce référentiel donc de 2 heures de formation a été monté très rapidement, et c'est grâce vraiment à l'engagement de l'ensemble des acteurs, que ce soit le ministère, la brigade, les associations agréées de sécurité civile, que ce référentiel a pu être monté. Et puis ça a été la première étape, ce mois de février 2016, et ensuite on l'a recommencer en novembre. Ce référentiel Gestes qui sauvent donc a pu être diffusé tout au long du mois de février dans l'ensemble du territoire. La brigade aussi, mais je laisserai le général Boutineau s'exprimer sur ce point, a organisé aussi des sessions tout au long du mois de février, puis a continué notamment les samedis. Et puis ensuite, en opération ponctuelle, donc cette opération ponctuelle mois de février, ce que je vous disais, à peu près un peu moins de 85 000 personnes formées sur l'ensemble du territoire national. Et puis dans le cadre de la grande cause nationale Adoptons les comportements qui sauvent, nous avons refait une deuxième phase d'initiation aux gestes qui sauvent entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2016, où là nous avons eu à peu près 25 000 de nos concitoyens formés. Donc grosso modo, sur l'année 2016, nous avons eu un peu plus de 100 000 personnes formées, ce qui est quand même intéressant sur un référentiel qui a été mis, comme je vous l'ai dit, très rapidement en place à la fin de l'année 2015. Et ces 100 000 de nos concitoyens sont non seulement formés aux gestes qui sauvent, mais ils ont eu aussi la formation qu'ils pouvaient continuer dans d'autres formations, notamment sur le PSC1. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 100 000 personnes vont pouvoir irriguer dans leur environnement, dans leur milieu familial, pour inciter leur famille, leurs connaissances à aller se former, que ce soit aux gestes qui sauvent ou au PSC1. Donc c'est vraiment ça, c'était les actions ponctuelles. Après, je pourrais revenir au cours du débat sur les actions plus pérennes qui sont mises en place ou qui vont se mettre en place. Mais ça a été cette réponse immédiate, elle a été efficace parce que tout le monde s'est mobilisé très rapidement. Il y a eu 2 à 3 réunions au cabinet du ministre de l'Intérieur entre le 20 décembre et le 27 décembre, ce qui a permis dès janvier de mettre en place cette formation. Et encore une fois, là, je remercie la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et la Croix-Rouge, parce que le référentiel Gestes qui sauvent, c'est beaucoup appuyé sur ce qu'ils avaient mis en place eux-mêmes de leur propre initiative. Mais cette cohésion et ce rassemblement de toutes les forces pour mettre en place ce référentiel a permis d'être très efficace et très rapide. Dans l'histoire des hommes, vous observerez qu'on ne fait des progrès qu'à la faveur des crises et des enseignements que l'on en tire. Et à la faveur des attentats de novembre 2015, ce qui était évident pour nous, c'est que beaucoup de gens s'étaient retrouvés sur des scènes d'horreur, avaient voulu aider les pompiers, d'abord parce que même si les pompiers vont très vite, entre les premiers qui arrivent et l'artillerie lourde qui va débarquer quelques minutes plus tard, il se passe toujours une phase qui est chaotique et qui sera toujours chaotique. Comme en France, on est champion du monde pour s'autocritiquer,
il faut se mettre dans l'esprit qu'il y aura toujours une phase chaotique, parce que la guerre, c'est pas quelque chose, c'est des scènes de guerre. Donc la guerre, c'est pas quelque chose qui se déroule de façon douce. Bon. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une situation qui les dépassait en s'apercevant qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et nous, on s'en est rendu compte, évidemment. Et donc j'ai eu un échange avec la maire de Paris sur le sujet. Je lui ai dit, moi, vous savez, ce que je crois, c'est qu'il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour déjà ne serait-ce que passer utilement le temps entre le moment où les secours sont prévenus et le moment où quelqu'un va venir leur prêter main forte avec du matériel. Et donc c'est pour ça que c'est important de souligner que ce qu'on a mis en place, c'est une initiation. Ce que l'on vous apprend pendant ces 2 heures, c'est à vous servir de ce que vous avez sous la main. On ne vous explique pas comment utiliser une bouteille d'oxygène et combien de litres par minute il faut envoyer. On vous dit, vous êtes là, vous avez pris votre téléphone, ou quelqu'un à côté de vous a pris son téléphone, a demandé les secours. Il va se passer entre 6 et 10 minutes avant que ça arrive. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre cravate, avec votre écharpe, avec votre ceinture, avec ce que vous avez sous la main pour arrêter une hémorragie, ou avec votre t-shirt? Parce qu'on parle toujours du garrot, mais le garrot, je rappelle que c'est quand c'est un membre qui est atteint. Si c'est une balle dans le ventre, eh bien vous prenez votre t-shirt, vous faites une boule, et là je laisserai ensuite le professeur Tourtier vous expliquer dans le détail ce qu'il faut faire. Bon, voilà, l'idée c'est ça, c'est apporter au commun des mortels quelques outils, lui dire, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce qui vous tombe sous la main. Et puis le deuxième volet, c'était aussi profiter, entre guillemets, de l'effet d'aubaine, qui était de dire, en France, vous avez 50 000 personnes par an qui meurent d'un arrêt cardiaque. Et ces gens-là meurent le plus souvent dans un environnement où il y a des témoins. Ce n'est pas toujours des joggers au milieu de la forêt. Et personne ne fait rien. Or, on sait que passer les 4 premières minutes d'arrêt cardiaque, et là je parle encore sous le contrôle des médecins, qui doivent être nombreux dans cette salle, toute minute perdue de plus, c'est 40% de chances de survie en moins. Et le taux de rattrapage des gens qui sont en arrêt cardiaque en France, il est à peu près de 7%, sans séquelles. Avec séquelles, je crois que c'est une vingtaine de pourcents. Donc l'ambition, c'est quoi? C'est d'améliorer ces chiffres. C'est de donner davantage de chances, non pas aux autres, mais à vous, à moi. Parce que le client, entre guillemets, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi demain matin, c'est peut-être dans un quart d'heure quelqu'un qui va tomber en arrêt cardiaque en se baladant ici. Voilà. Alors, tout ça, c'est simplement si vous voulez, de la mise en œuvre de bonnes idées très simples, très pragmatiques. Et puis évidemment, tous les gens à qui j'ai proposé ça, ils ont immédiatement mordu à l'hameçon, quoi. En plus, ça ne coûte pas grand-chose, hein. C'est un peu de temps, de la bonne volonté. Et moi, j'ai dit, à la BSPP, ce qu'on va faire, on va vous ouvrir 6 casernes à Paris, tous les samedis après-midi, et 6 casernes en banlieue. Alors, on fait tourner de manière à ce que ce ne soit pas toujours dans les mêmes quartiers que ce soit ouvert. On a fait ça depuis précisément le 16 janvier 2016. Ça continue. Ça continuera jusqu'au mois de mai. Alors pourquoi on s'arrêtera au mois de mai? Parce que l'expérience de l'année dernière a prouvé que le mois de mai, c'est un mois où il y a des week-ends à rallonge. Les gens s'inscrivent, il fait beau, et finalement, au dernier moment, ils décident d'aller faire autre chose que faire du secourisme. Et nous, on les attend, et il n'y a personne qui vient. Alors on est là aussi pour respecter les hommes qui préparent les cours. On ne va pas les faire attendre pour rien du tout. Donc on a décidé qu'à partir du mois de mai, on a arrêté, et en septembre, on reprend. Et là, ça m'amène à répondre à la deuxième partie de votre question. Est-ce qu'on doit faire ça sur le long terme? Eh bien, franchement, je n'en sais rien. Pour l'instant, nous, on s'inscrit dans le long terme. On va continuer à le faire. Mais il est évident que s'il y a des initiatives politiques qui sont lancées, comme Mme Méadel vient de le dire, c'est-à-dire que, par exemple, on défiscaliserait une partie de la formation, peut-être que ça sera des outils qui nous permettront à un moment de nous reconcentrer sur des missions qui sont les nôtres et de laisser la main un peu plus au monde associatif qui, par ce biais-là, un biais politique, serait un peu sponsorisé, entre guillemets, pour continuer cette mission. En tout état de cause, au niveau de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je n'arrêterai pas tant qu'il n'y aura pas d'autres outils pour continuer la mission, parce que c'est tout simplement une question d'humanité, et que je pense que tous les soirs, si vous vous couchez en vous disant que vous avez fait quelque chose de bien pour les autres, ça donne du sens à la vie. Voilà l'esprit. Ce qu'on peut constater depuis pas mal d'années, c'est qu'on diffuse des messages qui sont à peu près les mêmes depuis les années 90. Et c'est vrai que, si ce n'est à l'aune d'éléments, enfin en tous les cas d'événements particuliers comme les attentats, on a un peu de mal à faire décoller cet apprentissage au geste qui sauve. L'idée peut-être, ce serait d'être plutôt sur une politique de développement ou d'accompagnement des comportements qui sauvent. Et je pense que l'intitulé générique de la grande cause est le bon intitulé. Concrètement, c'est une inclusion culturelle des comportements qu'il faut essayer de vanter et de promouvoir.
Et pour rebondir sur ce que disait Michel Merly, c'est vrai que les comportements qui sauvent, c'est aussi peut-être la préparation, c'est l'apprentissage, en tous les cas la formation, et c'est aussi l'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut entretenir un lien avec cette population qui a été formée et à qui il faut continuer à diffuser des messages. Donc à la Croix-Rouge française, on n'est peut-être pas les seuls, mais concrètement on réfléchit à ça. Comment est-ce qu'on peut être innovant sur une proposition liée au comportement qui sauve dans les années à venir, simplement pour essayer de fédérer un peu plus autour de cette problématique qui nous semble aiguë à tous ici, et sur laquelle il n'y a même plus de débat, évidemment. Mais concrètement, on est vraiment sur cette idée de comment essayer de mieux populariser, de mieux faire entrer dans chaque foyer, dans chacun d'entre nous, cette culture-là, enfin, en tous les cas, en ayant l'adhésion du plus grand nombre et en ayant de toute façon ce portage qui permettrait de faire que ça devienne naturel, quelque chose de naturel dans le développement de ces considérations et surtout de cet apport sur les comportements qui sauvent. Alors, les messages, est-ce qu'ils sont les bons? Ce sont des messages. Effectivement, je le disais en introduction, ce sont à peu près les mêmes depuis un bout de temps. Peut-être que sur un deuxième plan, il faudrait sûrement ouvrir aussi un peu plus le domaine de la recherche. Je pense que, en ce qui concerne le secourisme, il y a des travaux qui sont faits, il y a des recommandations internationales, il y a pas mal d'éléments qui peuvent venir nourrir, en tous les cas, une réflexion autour d'objets de recherche. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut en plus accentuer cette partie recherche, simplement pour avoir un continuum. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir un comportement ou des comportements qui sauvent tout au long de la vie. Et je pense que s'il y a un message peut-être que la Croix-Rouge peut porter aujourd'hui, c'est ça. On est vraiment sur cette idée-là et sur, en tous les cas, son développement. Alors, trouver un périmètre, voilà, en association avec l'ensemble de nos partenaires avec lesquels on coopère depuis longtemps et avec bonheur. Mais concrètement, je pense qu'il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Je pense qu'il faut changer de braquet. Excusez-moi un peu l'aspect commun de cette terminologie, mais en tous les cas, je pense voilà, il faut passer au-dessus maintenant. Je pense que tout ce qui a été développé depuis des années est porteur. Là, on a fait grimper un peu la courbe des formations parce qu'on s'est malheureusement appuyé sur des événements qu'on connaît. Clairement, est-ce que ça va être stabilisé? Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va redescendre? Personne ne peut le dire. On n'a aucun indicateur aujourd'hui pour pouvoir mesurer ça. Donc clairement, je pense, et on peut s'appuyer aussi sur les discours d'inauguration, puisque la secrétaire d'État nous l'a dit, en tous les cas, qu'il y a une réflexion qui va être orientée sur peut-être faire déjà un état des lieux et peut-être aller plus loin derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit inscrire les comportements qui sauvent et toute la problématique autour de la résilience, les secours, etc. En tous les cas, le secourisme, même si le mot est peut-être aussi là un peu galvaudé ou un peu ancien, parce que secourisme, c'est un mot qu'on met un peu... Voilà, qu'on comprend comme terme générique, mais peut-être qu'un jour il évoluera. En tous les cas, je pense que cette partie d'amener vraiment des éléments scientifiques et d'être vraiment sur des éléments de recherche, que ce soit ces éléments de recherche amenés par les médecins ou par en tous les cas les sciences humaines, parce que je pense qu'on a aussi besoin de cet appui-là. Et je pense que c'est sûrement le chapitre de demain ou de toute façon le livre à ouvrir et à compléter assez rapidement. Si on veut vraiment on a bien vu la loi de modernisation de sécurité civile a institué pas mal de choses, en tous les cas sur l'acteur citoyen de la sécurité civile, sur des tas de dispositifs à mettre en place, que ce soit sur l'éducation nationale, etc. etc. Force est de constater qu'une dizaine d'années après, on n'a pas vraiment réussi à atteindre tous les objectifs. Donc, si réellement on veut que ça entre chez tout le monde, je pense qu'il faut évidemment passer à l'étage au-dessus. Voilà. L'offre existante avant les attentats, c'était principalement celle de la Croix-Rouge de Belgique. À la fois des formations au niveau du brevet européen premier secours, du brevet de secouriste et également une formation 3 minutes pour sauver une vie. Ça se rapproche, je pense, à ce que vous offrez, vous, ici. Et effectivement, après les attentats du 22 mars, il est apparu qu'il y avait, comme à Paris, une attente et un besoin pour une formation plus courte, qui puisse toucher un public beaucoup plus large, qui n'est pas celui qui fait la démarche de s'inscrire et de payer, certes, pas grand-chose, mais quand même, pour suivre un de ces brevets. D'où, assez rapidement, j'ai pris des contacts avec la Croix-Rouge de Belgique,
l'entité bruxelloise, puisqu'on est régionalisé, avec les sapeurs-pompiers, pour construire cette formation. Et quelques semaines après les attentats, fin mai, pendant 6 semaines, nous avons pu offrir une formation aux citoyens bruxellois sur 6 week-ends, les 2 jours du week-end, donc ça faisait 12 journées de formation, sans inscription. Donc effectivement, on a eu des journées avec un peu moins de monde, avec la volonté aussi de délocaliser, même si Bruxelles n'est pas Paris en termes de taille, de quand même délocaliser ces formations pour être au plus proche des citoyens, dans des lieux qu'ils connaissent, une école, une maison communale, des lieux qu'ils peuvent aussi s'approprier facilement. Et donc, ça s'est fait. On a beaucoup insisté, il s'agissait d'une formation « Réagir face à l'urgence ». Ce n'était effectivement pas une formation de secouriste. Et les 3 mots principaux, c'était fuir, informer, agir. D'abord, se protéger, emmener avec soi le plus de monde possible, informer, et puis alors, effectivement, comme vous l'avez très exactement dit, dire qu'est-ce que je peux faire avec ma cravate, avec mon t-shirt pour réagir, aider, etc. Donc voilà, ça a été très rapide, très bien perçu. 95% des gens qui ont répondu au formulaire après d'évaluation étaient très satisfaits et voulaient le recommander. Avec cependant, bien sûr, comme toujours, des choses où on se dit tiens, on aurait peut-être dû être plus attentif à ceci ou à cela. Je pense par exemple à certaines personnes qui venaient avec une volonté et un besoin aussi d'écoute plus psychologique que d'avoir vraiment des outils, ou les deux. Et donc ce n'était évidemment pas le rôle de ces formations. Et là, il fallait à la fois pouvoir écouter, mais cadrer aussi, ça ne pouvait pas devenir évidemment des personnes qui mobilisent toute la séance, orienter, dire aussi que c'est normal, que les intervenants aussi, et j'ai vu des officiers pompiers ou de la Croix-Rouge qui eux-mêmes, en donnant la formation, montraient cette émotion, et je pense que c'est bien de dire qu'effectivement, voilà, c'est normal, il ne faut pas avoir honte ou peur de cela. Une forte demande pour les très jeunes, des enfants de moins de 15 ans. On avait limité la participation à 15 ans, qui souhaitaient intervenir aussi, ce qui nous a amené à préparer d'autres choses. La difficulté également ensuite, la difficulté non, l'enjeu de sensibiliser au travers de cette formation très courte, de sensibiliser à l'importance d'aller plus loin pour le plus de citoyens possible. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure dans les discours inauguraux ou encore maintenant. C'est vraiment essayer de toucher, de former le plus de monde possible pour pouvoir réagir. Il s'agit bien de donner aux citoyens les outils de devenir acteurs et non pas uniquement de subir les réactions d'urgence. Et quand on dit situation d'urgence, c'était important pour moi aussi de ne pas focaliser sur les attentats, qui étaient évidemment encore très très présents dans l'esprit de tout le monde, mais de donner le message que c'est quelque chose qui, dans la vie quotidienne, et de manière tout aussi dramatique, mais qui paraît moins révoltante qu'un attentat, un accident de train, une explosion au gaz, ou que sais-je. Donc voilà, c'était aussi de passer ce message-là pour tenter qu'au-delà du choc de l'attentat, les gens continuent effectivement à se dire c'est important que je me forme. Voilà, la suite, c'est aussi nos agents de sécurité des transports publics, la STIB, qui sont en formation pour le moment même d'ailleurs, d'avoir une formation plus poussée, tout ce que j'ai dit, mais aussi de leur expliquer comment s'organisent les services d'urgence, parce que vous l'avez dit, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment vont s'organiser les secours, c'est important pour ceux qui sont dans les stations de métro principalement, pour qu'ils puissent savoir quoi faire. La pérennisation maintenant, eh bien, on est dans les mêmes questionnements que vous. On voudrait effectivement pérenniser quelque chose, pas avec la même cadence, mais avec une régularité, en effet. Moi, je suis d'avis qu'il faut que les sapeurs-pompiers soient impliqués directement dans ces formations, parce que c'est une question aussi, je pense, de valorisation de leur métier, de contact continu des sapeurs-pompiers avec la population, avec leurs attentes. C'est aussi, évidemment, une complémentarité
en Belgique, il y a peut-être un peu moins d'intervenants à la formation qu'ici. C'est donc principalement la Croix-Rouge. Donc la complémentarité sapeurs-pompiers, Croix-Rouge. Donc voilà, je crois qu'il y a une grande question à se poser aussi, et c'est celle qu'on se pose là, c'est de rendre obligatoire ou plus systématique aussi ces formations aux jeunes. Je vous ai dit, on a eu beaucoup de demandes de jeunes, très jeunes parfois, d'être impliqués là-dedans. Et donc travailler dans les écoles, travailler effectivement, ou rendre obligatoire une formation pour l'obtention du permis de conduire, travailler avec tous les mouvements de jeunesse. Je pense que c'est vraiment, en démarrant tôt, cette sensibilisation aux gestes qui sauvent, et puis plus loin, à la volonté d'être en capacité d'aider son prochain dans des situations difficiles, qui peuvent être aussi effectivement arrêt cardiaque ou autre. C'est vraiment dès le plus jeune âge qu'on peut le toucher. Voilà. Et une dernière chose peut-être, les applications. Je crois que c'est aussi une manière de sensibiliser, et nous avons de jeunes start-up qui se lancent aussi dans des applications smartphone qui interviennent aussi à la sensibilisation et au sentiment de se dire tiens, je peux être utile. Et c'est, bon, j'en ai vu ici aussi, par exemple, le Bon Samaritain. Ça, c'est quelque chose, je vais en rentrant vraiment pouvoir creuser cela et voir comment est-ce qu'on peut un peu plus développer ça à Bruxelles. Mais aussi, par exemple, les défibrillateurs. La localisation, inciter les privés qui ont un défibrillateur dans les entreprises, etc., à le rendre public. Quand il y a un incident, on puisse tout de suite le faire. Ce qui est important et ce qui a été souligné dans l'ensemble des interventions, c'est ce souci de la pérennisation de cette formation. Alors moi, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure et les éléments sur lesquels je suis intervenu, c'était des opérations ponctuelles qui avaient été mises en place assez rapidement après les attentats de la fin 2015, et puis après pour relancer. Et dans les chiffres que je vous ai donnés, si vous avez bien suivi, on a vu qu'en février 2016, on avait pu former près de 80 000 personnes, et qu'après, sur une période un peu moins longue, mais sur 2 ou 3 week-ends entre octobre et novembre, on avait seulement atteint à peu près 25 000 personnes. Donc il y avait déjà... On sait que les gens, lorsqu'il y a un événement grave, ils sont plus dans un souci de résilience, d'écoute, et vont plus facilement se former. Après, lorsque le temps passe, le délai, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser. Alors bien sûr, il appartient au ministère de l'Intérieur, qui a en charge la politique du secourisme au niveau gouvernemental, de réfléchir à la pérennisation et au maintien de ces actions. Alors ça passe par deux choses. D'abord, il appartient au ministère de définir le cadre juridique institutionnel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qu'a rappelé le ministre. C'est qu'à partir d'une initiative localisée au départ, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, puis le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des associations, nous avons voulu institutionnaliser les gestes qui sauvent. C'est ce qui est en cours, puisqu'il y a un arrêté qui va venir se substituer à l'arrêté alerté, massé, défibrillé, qui était un arrêté qui était devenu obsolète, et qui va maintenant pouvoir donner le cadre à la disposition de l'ensemble de nos partenaires pour enseigner les gestes qui sauvent et sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens. Donc on a déjà, ça permet de développer l'offre, parce que le citoyen, pour suivre le PSC1, ça dure 7 heures, c'est peut-être un peu plus difficile. Au moins, là, il aura un module de 2 heures, immédiatement utilisable. Alors pas forcément, comme le disait aussi le général, on parlait des attentats parce qu'on a connu dans ces dernières années des attentats, mais il y a d'autres incidents ou d'autres catastrophes qui sortent du cadre des attentats. Moi, par exemple, en Italie, on a vu que récemment, l'Italie a été beaucoup touchée par des catastrophes naturelles. La France aussi, en 2015, on a eu des périodes d'inondation importantes où il faut pouvoir aussi que nos concitoyens soient en mesure d'intervenir. Donc, premier rôle du ministère de l'Intérieur, donner ce cadre institutionnel. C'est fait. Les gestes qui sauvent, qui était au départ un terme qui avait été créé par la brigade de sapeurs-pompiers, va devenir un terme institutionnel, et un arrêté va bientôt être signé. Il est en cours de finalisation, comme l'a dit le ministre. Ensuite aussi, et là je rebondis sur les paroles de Madame le ministre, c'est pour toucher le plus grand nombre, il faut aussi s'adresser à notre jeunesse. Parce que notre jeunesse, on le voit dans toutes les politiques de prévention, si les jeunes, et dès le plus jeune âge, puisque pour la formation Gestes qui sauvent, on a eu les plus jeunes avaient 10 ans qui sont venus se faire former. Quand les jeunes, ça vaut aussi par exemple pour la politique de prévention en termes de sécurité routière,
Quand les jeunes sont sensibilisés, eh ben, on sait que dans les familles, les personnes sont plus à l'écoute et peuvent répercuter le message. Donc cette politique à l'égard de la jeunesse, ça passe, ça avait été inscrit dans la loi de modernisation de sécurité civile, ça passe aussi par l'accord cadre qui a été signé entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale en août dernier, et qui relance un peu la formation aux gestes qui sauvent, aux premiers secours citoyens à destination des collégiens et des lycéens. Donc l'objectif, c'est d'avoir, actuellement on est à un peu moins de 30% d'une génération scolarisée, formée. L'objectif, c'était de pouvoir former 50% assez rapidement, justement en proposant des options, c'est-à-dire l'obligation dans les collèges en troisième, c'est toujours le PSC1, mais si on ne peut pas former tout le monde au PSC1, eh bien, il y aura l'option Gestes qui sauvent, et comme ça, il y aura déjà une première initiation, et on pourra se concentrer sur le PSC1, sur, comme l'a dit le ministre, sur les délégués de classe et sur les classes de troisième. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir passer par notre jeunesse. Passer par notre jeunesse aussi, ça va bientôt être institutionnalisé, ça l'a été sous la forme de loi en 2015, par le permis de conduire, puisqu'une loi en 2015 rend obligatoire une formation aux notions de premier secours pour tous les gens qui vont passer le permis de conduire. Les gens qui passent le permis de conduire, généralement, ce sont les plus jeunes. Donc ce qui va permettre, et ma sous-direction a une réunion dès demain avec la délégation à la sécurité et à la circulation routière pour commencer à travailler sur les questionnaires qui seront bientôt proposés à l'examen du permis de conduire. Donc ça, voilà deux exemples de pérennisation. Une troisième aussi, c'est de pouvoir, et j'en terminerai par là, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes, de nos concitoyens, et d'ouvrir les possibilités de se former. Et là, je parle de l'arrêté qui est en train d'être signé par l'ensemble des ministères, qui ouvre aux personnes à mobilité réduite la possibilité d'avoir le certificat de compétence premier secours citoyen. Et ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et l'arrêté devrait paraître dans les prochaines semaines, mais ça permettra à quelqu'un, une personne à mobilité réduite, dans la rue, s'il assiste à un événement tragique ou un incident et qu'il faudra intervenir, eh bien de guider une personne lambda dans la rue en lui disant il faut faire tel geste d'urgence en attendant l'arrivée des secours. Donc vous voyez, en résumé, un cadre institutionnel, ouvrir la formation et toucher les plus jeunes. Alors vous avez raison d'insister sur le rôle du premier maillon de la chaîne de secours, qui est la personne qui est disponible et qui va pouvoir réagir. On l'a vécu le 13 novembre avec, on l'a vu, une volonté des Parisiens, ceux qui n'étaient pas en état de dissociation psychique, d'aider les pompiers à réaliser des actes de sauvetage. Et c'est finalement de cette notion qu'on a vécue sur le terrain qu'est sorti ce concept des gestes qui sauvent. Puisqu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut demander au premier maillon de la chaîne de prise en charge durant les 6 minutes durant lesquelles les pompiers ne sont pas encore là. Et ce qu'on peut demander, on est allé le voir aussi du côté des militaires, parce que finalement, le 13 novembre, on a rencontré des explosions, des balles par arme de guerre, et s'il y a bien un métier qui, au quotidien, expose aux explosions et aux armes de guerre, c'est celui de militaire. Et on a vu que du côté des militaires, on avait appris à ces derniers, pour sauver plus de vies dans les premières minutes après la blessure, à poser des garrots, à réaliser des pansements compressifs, à réaliser finalement ces fameux gestes qui sauvent. Et le général Boutineau, dans la construction de la formation, a voulu deux choses. D'une part, effectivement, apprendre des gestes qui sauvent en situation d'attentat, avec les moyens que vous avez. Il ne s'agit pas d'utiliser un garrot tactique que vont avoir les pompiers, les médecins, pour le poser. Ça va être réalisé par les acteurs professionnels, mais avec un t-shirt, une cravate, une ceinture, à par exemple poser un garrot ou réaliser un pansement compressif de fortune avec un t-shirt. À côté de ça, on a aussi pensé, hors de cette énergie qui est générée chez nos concitoyens par la réaction face aux attentats, au quotidien. Et le quotidien, c'est l'arrêt cardiaque. Et c'est pour ça qu'on a adjoint une formation sur les 2 heures, d'1 heure, sur la réalisation de la bonne alerte, du massage cardiaque et de la défibrillation.
finalement, on veut deux choses. D'une part, avoir plus d'acteurs formés face à un événement exceptionnel pour attendre l'arrivée des secours professionnels. Et puis aussi, et c'est important, et je comprends l'implication de la Croix-Rouge, c'est que ça va donner aussi envie à des gens de quitter de cette zone d'initiation de 2 heures pour aller vers une formation au secourisme qui est d'excellente qualité en France, et peut-être que ça va permettre à plus de personnes d'investir de leur énergie dans une association, qui la Croix-Rouge, qui la Protection civile, qui les Croix de Malte. Et ça, c'est essentiel. Et puis, vous posiez la question aussi, madame, de finalement du maintien dans le temps de cette volonté de la population et de la formation. Je voudrais mettre en exergue quelque chose qui a été réalisé par la préfecture de police et la mairie de Paris, et c'est tout simplement samedi dernier, le Samedi qui sauve. C'est quelque chose, finalement, des formations de 2 heures qui sont séquencées dans toutes les mairies d'arrondissement et qui sont réalisées par les pompiers de Paris, par la Croix-Rouge, par la Protection civile, et qui ont quand même formé 4500 personnes en une après-midi, 4500 Parisiens, par les efforts de la mairie, des associatifs, des pompiers, du SAMU, par les efforts de la préfecture de police, ont pu être formés. Et ça, finalement, c'est une bonne congruence entre des acteurs de terrain et la mobilisation des acteurs de la formation. D'abord, rebondir sur quelque chose que vous avez dit qui me paraît très très important, Madame la Ministre, c'est qu'il ne faut pas séparer la crise du quotidien. Chaque année, nous avons dans notre pays 20 000 morts des accidents de la vie courante et 46 000 décès subis. L'action d'être un citoyen pouvant être actif est une action qui est non seulement valable dans des cas extrêmes d'attentats et de crises majeures, mais qui s'exécute aussi et qui a besoin de s'ancrer dans le quotidien, parce qu'à chaque moment, comme le disait très justement le général tout à l'heure, il peut y avoir un arrêt cardiaque qui se produit quelque part. Donc, ne pas séparer le quotidien de la crise. Pourquoi ? Parce que si on est capable, dans le quotidien, d'être un acteur positif, à ce moment-là, la crise, c'est quoi ? On met le turbo, mais on a déjà la formation. On n'invente pas une formation simplement pour la crise. On met en place une formation parce que nous en avons besoin dans le quotidien. La deuxième chose, c'est que nous sentons bien qu'il y a effectivement une modification à la suite de ces graves événements qui apportent toujours leur lot d'amélioration, de conséquences positives à tirer de ces dramatiques événements. Nous voyons bien qu'au-delà du secourisme, qui est celui de la première réaction, il y a lieu aussi de former tous les bénévoles auxquels on demande d'apporter un secours dans la durée. Alors, ce n'est pas un vrai secours, c'est un soutien à la population dans la durée. Et c'est aussi une première réponse en matière psychosociologique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de bénévoles qui peuvent être secouristes ou pas secouristes, qui, apportant leur soutien, peuvent, parce qu'ils n'ont pas été formés au soutien psychologique, avoir une parole qui fâche, un mot maladroit, face à une victime ou face à quelqu'un qui est impliqué, face à la famille. Donc nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a un nouvel élément qu'il faut prendre en considération, c'est une formation dans ce domaine psychomédico, dans un nouveau domaine pour lequel jusqu'à présent, les choses n'étaient en dehors des CUMF et en dehors des spécialistes des cellules psychologiques, des intervenants bénévoles ou même un certain nombre d'acteurs engagés, secouristes, n'ont pas eu la chance d'avoir une formation leur permettant d'être absolument certains de ne pas commettre de maladresse, parce qu'une maladresse dans un moment comme celui-là peut toucher toute la vie de quelqu'un. Donc je crois qu'il y a ces nouveaux éléments qu'il nous faut prendre en compte. D'abord, le quotidien, et d'autre part, des formations qui vont au-delà de ce qu'on apprenait. C'est vrai, nous avons une très bonne formation de secouriste, elle dure 7 heures. Un simple secouriste dans notre pays, il est formé 7 heures. Il y a un secouriste qui intervient, c'est-à-dire qui intervient sur le terrain, ce qu'on appelle... Le mot secouriste, il a un double sens. C'est quelqu'un qui a son brevet de secouriste et c'est aussi quelqu'un qui intervient dans la chaîne du premier secours. Donc, pour ce qui concerne les secouristes, ils ont 70 heures de formation. C'est une formation qui est extrêmement lourde quand ils interviennent en lien avec les services de pompiers. Eh bien, pour l'ensemble de ce dispositif, il faut
reprendre toutes les formations telles qu'elles existent, mais rajouter à nouveau quelque chose et surtout, ne pas séparer le quotidien et la crise. Je crois que Madame la Ministre, vous avez dit là quelque chose de fondamental qui doit nous guider dans les orientations à mener dans les années à venir. Alors je pense que, comme je l'ai dit, enfin on l'a tous dit effectivement, qu'on cible le public jeune parce que c'est très important et qu'il va pouvoir diffuser autour de lui beaucoup plus et surtout pour le restant de sa vie rester dans cette optique-là. Mais je ne trouverais pas pertinent qu'il n'y ait pas un message grand public. C'est à chacun qu'on doit s'adresser, quelle que soit sa formation professionnelle, son origine, son âge ou son sexe. Donc je pense que vraiment là, il faut s'adresser à tous. Des catégories, par contre, par exemple, en s'adressant aux entreprises, oui, enfin, mais ça, enfin, en tout cas en Belgique, c'est quelque chose qui existe déjà et qui est même obligatoire dans certains cas. Les entreprises doivent former à un certain nombre de leur personnel au premier geste et même à des brevets de secouristes. Donc, ce type de catégorisation-là, oui, mais il vient plus d'une démarche d'un ensemble de personnes qui peuvent être très diverses et ce qui les réunit, c'est leur entreprise ou un mouvement de jeunesse, mais surtout qu'on ne fasse pas, enfin, me semble-t-il, des formations différentes. Je pense qu'il faut pouvoir unir tout le monde sur des mêmes messages. Alors, on ne parle pas de la même manière à un enfant de 10 ans qu'à un adulte de 45 ans, on est bien d'accord, mais même par rapport à cela, peut-être qu'il faut se mettre à niveau de l'enfant de 12 ans pour que tout le monde comprenne, y compris l'adulte, mais qu'il n'y ait pas des messages différents. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne suis pas une professionnelle du secours, mais plutôt quelqu'un qui suit du terrain et en contact avec la population. Enfin, vous aussi. Je ne suis pas sociologue ni publicitaire, mais c'est vrai que c'est important. Le message doit être unique et pour chacun, pour l'ensemble, pardon, de nos concitoyens. Après, dans le rôle du ministère, et là, moi, je parle au nom du ministère. Le ministère, comme je l'ai dit, c'est de donner un cadre, c'est de favoriser l'accès aux formations en ouvrant le plus possible. Mais après, on voit, quand le cadre est donné, ça n'empêche pas d'encourager, et même sans d'avoir des initiatives locales ou des initiatives nationales dans des groupes particuliers. Je pense à plusieurs cas, par exemple, la secrétaire d'État aux victimes a parlé de l'accord qui a été signé avec les villes moyennes, les grandes et villes moyennes de France. Je sais aussi qu'à Paris, par exemple, les bailleurs sociaux, il y a des formations qui sont faites au Geste qui sauve à l'initiative de la mairie de Paris. Et on a aussi, comme dernier exemple, d'abord dans les entreprises aussi, où il y a des métiers où c'est obligatoire d'être formé au secourisme, que ce soit dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, enfin tous les métiers au sens large de la sécurité. Et puis aussi, moi, j'ai des initiatives. On a reçu au ministère plusieurs assurances qui aussi veulent développer au profit de leurs assurés. Alors sur le volontariat, bien entendu, l'assurance ne va pas dire vous aurez une meilleure police d'assurance si vous êtes formé au Geste qui sauve. Mais vous voyez, on donne le cadre général, un message unique à l'ensemble de nos concitoyens, mais ce cadre général, s'il est bien compris, s'il est bien diffusé, il permet d'être repris dans des initiatives locales et dans tous les milieux. Je pense que c'est ce qu'il faut viser et non pas sectoriser des messages pour les 10-15 ans, les 15-18 ans, les femmes, les hommes. Non, je pense que vraiment le message est unique. C'est aussi le message, il est unique pour la grande cause nationale Adoptons les comportements qui sauvent au travers des messages diffusés sur les radios ou à la télévision. Je parle au nom du ministère de l'Intérieur et aussi en mon nom propre. Pardon, juste un mot pour dire, il y a une déclinaison qui doit être après faite, un message global et des déclinaisons. Par exemple, nous sommes dans une société qui est vieillissante. Nous avons beaucoup plus de personnes âgées, tant mieux, on vit plus longtemps, mais ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, il faut avoir une attitude de protection qui est un petit peu différente. Il y a beaucoup de chutes à domicile qui font intervenir les pompiers, les services de secours et les secouristes des associations. Il y a beaucoup d'attention à porter qui sont alors spécifiques à certains groupes, comme par exemple, effectivement, les personnes âgées, auxquelles, au-delà du message général, il faut apporter une attention particulière pour qu'elles adoptent une attitude particulière qui est plus particulièrement liée à cet âge. Il y a une attitude plus particulière à apporter à l'école par rapport à certains risques
pour les enfants, parce qu'ils courent, parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils font du vélo, quelquefois en oubliant. Donc, il y a une attention particulière qui est de la prévention à ce moment-là, de la prévention, mais évidemment, la prévention et la formation, il y a quelque chose qui va ensemble. Un message global, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, parce qu'il doit être audible de tous les citoyens, et après, des déclinaisons dans tous les milieux auxquels on peut être rattaché en fonction de son âge, de son activité et de ses attaches particulières. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi, en particulier, quelque chose à faire dans le domaine domestique. On sait que dans les 20 000 morts de la vie courante, il y a beaucoup de morts domestiques et beaucoup d'accidents domestiques, puisque ça correspond à 500 000 blessés par an, donc c'est quand même énorme. Et là aussi, il y a peut-être des préconisations et des informations préalables à donner qui ne sont pas de la formation, mais qui sont des informations utiles à l'ensemble de la population et à des populations spécifiques pour des cibles spécifiques. Ce que je disais tout à l'heure est démontré là, c'est-à-dire qu'on est sur une problématique systémique. C'est-à-dire que c'est tout un système qui touche tout le monde. C'est vraiment une problématique globale. Et ça rejoint ce que disait Michel Merlier à l'instant, ça rejoint aussi la globalité de l'action, effectivement ne pas différencier l'exceptionnel du quotidien, et surtout avoir ce continuum de formation, d'information et d'adaptation des messages au public auquel on veut transmettre ce message. À la Croix-Rouge française, nous avons développé des formations à l'attention du troisième âge, simplement parce que le vieillissement avançant, évidemment, il faut pouvoir avoir effectivement une certaine adaptation par rapport à un certain nombre de techniques. Clairement, je pense que il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce continuum et à savoir qu'il faut faire des liens et non pas, évidemment, mais je pense qu'on est tous d'accord là, pas sectoriser les choses, vraiment faire des liens entre ce qu'on peut proposer aux enfants, ce qu'on peut proposer ensuite aux adultes, on va passer des enfants peut-être aux adultes, et ensuite ce qu'on peut encore proposer ensuite aux personnes vieillissantes. Avec cette idée aussi de lien constant, je pense que la problématique de la protection civile de façon générale, c'est qu'il faut un lien constant avec la population. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de le faire. On parlait des applications tout à l'heure. Les réseaux sociaux sont d'importance. On sait que des réseaux sociaux permettent aujourd'hui de retrouver, en tous les cas, de localiser des personnes qui, lors de catastrophes, sont enfuies sous la neige, etc., etc. On a des exemples aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attache à examiner ça, à refaire, encore une fois, je le répète, mais c'est peut-être mon obnubilation de la journée, mais en fait, en tous les cas, de la recherche sur ce domaine. À la Croix-Rouge française, on fait un peu de recherche parce qu'on héberge le Centre mondial de référence en premier secours, qui est un centre qui est à l'initiative de la Fédération internationale de Croix-Rouge et Croissant-Rouge et qui est hébergé et géré par la Croix-Rouge française, qui nous permet d'avoir des contacts internationaux réellement avec le monde entier, d'avoir des échanges de pratiques, d'avoir réellement en tous les cas, c'est même plus qu'une amorce, mais vraiment un package avec du knowledge management à la clé, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir beaucoup de référencement. Et cette idée, rien que pour la France, d'avoir ce continuum autour de cette problématique des comportements qui sauvent, je pense que c'est vraiment peut-être faire entrer cette considération qui nous occupe tous réellement dans le XXIe siècle et donc évidemment en association avec l'ensemble des partenaires. Il y a des applications qui sont développées. Je voudrais mettre en exergue l'application Bon Samaritain, qui offre quelque chose pour le quotidien et quelque chose pour l'exceptionnel. Pour le quotidien, c'est d'une part donner à des gens qui sont inscrits et qui attestent d'une formation de secourisme la position des défibrillateurs. Et puis, d'autre part, les mobiliser pour, en attendant que le défibrillateur arrive, réaliser un massage cardiaque pour ces fameuses minutes qui changent tout. Entre quelqu'un qui bénéficie d'un massage cardiaque avant l'arrivée en 7 minutes des pompiers de Paris et ceux qui n'en bénéficient pas, il y a 70% de mortalité dans l'un et beaucoup moins dans l'autre. Donc on est vraiment dans des premières minutes qui sont essentielles. Et puis à côté de cela, à côté du quotidien, il y a l'exceptionnel. Et sur cette application, là encore, on se met en relation avec un équivalent des MOOC, c'est-à-dire des vidéos tutoriels qui vous apprennent à réaliser un pansement hémostatique, un garrot de fortune dans ces situations exceptionnelles.
professionnel qui vous rappelle aussi par vidéo comment on réalise efficacement un massage cardiaque. Et là, on touche une population large. Je crois que ce qui est fondamental de garder à l'idée, c'est que c'est mieux d'être massé par 3 pompiers de Paris beaucoup plus costauds que moi pendant les premières minutes avant l'arrivée des médecins, mais ce n'est pas forcément la norme. Donc ce qu'il faut vraiment enseigner à nos concitoyens, c'est qu'il vaut mieux par exemple un mauvais massage cardiaque que pas de massage cardiaque du tout. Je voulais juste apporter un élément par rapport à ce que vient de dire le professeur Tourtier. Bon, évidemment, on a tout un tas de vidéos qui sont mises en place. Enfin, je pense que si dans les magasins de bricolage, on est capable de vous expliquer avec une petite vidéo comment on pose du carrelage, on doit bien pouvoir vous expliquer comment on fait un massage cardiaque. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études supérieures pour ça. Et nous, ce qu'on fait aussi, ce que vous a pas dit Jean-Pierre Tourtier, c'est que quand on décèle à l'appel au téléphone, quand l'opérateur des pompiers décèle un arrêt cardiaque, il demande à la personne si elle est formée, il lui indique que les secours sont partis, mais qu'il va falloir commencer le massage cardiaque en attendant qu'ils arrivent, et par téléphone, il lui fait faire le massage cardiaque. Et ça, on le fait tous les jours. On reçoit à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, on reçoit tous les jours 5700 appels, on fait partir 1300 fois par jour les secours, donc tous les jours, quand vous passez au centre de prise d'appel, là, le centre de traitement d'alerte, vous entendez régulièrement des gens qui disent « Bon, monsieur, madame, maintenant vous allez m'écouter, vous allez mettre votre téléphone sur haut-parleur et je vais vous donner le top pour appuyer sur la cage thoracique. » Voilà, c'est très important, etc. Donc on a progressivement augmenté comme ça le taux de survie. Bon, je ne vous dis pas que c'est exceptionnel, mais si ça représente que 2% et que vous êtes ce 2%, ou que c'est quelqu'un qui vous est cher, qui est ce 1 ou 2%, ben ça change quand même beaucoup le regard sur ce genre de pratique. Donc je pense que le message doit rester le même, mais les vecteurs qui permettent de le transmettre sont multiples. Et il ne faut pas se priver, il faut tous les utiliser. Voilà. Les gestes qui sauvent, justement, cette sensibilisation, cette initiation, c'est vécu comme une première étape. Et lors des sessions de formation qui ont eu lieu en février, qui ont eu lieu en octobre, novembre, et même qui ont lieu dans les casernes ouvertes par la brigade, il y a l'information pour dire, voilà, vous avez une formation à la sensibilisation, mais vous pouvez, si vous souhaitez, franchir une étape supérieure et partir vous former au premier secours citoyen. Donc, aussi, le geste qui sauve, ça a été vécu comme et réalisé et rédigé comme une première étape pour inciter à aller plus loin, comme dans toute formation. Et je pense que ça, c'est aussi très important de pouvoir d'ouvrir un panel de formation. Certains voudront peut-être s'arrêter juste au geste qui sauve, d'autres aller beaucoup plus loin et après s'engager, devenir formateur et avoir tout un champ de possibles ouvert devant eux. Dans la sensibilisation, il y a à la fin une communication en disant voilà, vous pouvez vous former plus en avant en secourisme, et on donne les adresses des associations agréées de sécurité civile et des lieux, l'ensemble des lieux des associations agréées de formation où les gens peuvent dans leur département aller se former. Oui, bonjour à toutes et à tous. Étienne Deloison, formateur de la Croix-Rouge pour la partie santé et sécurité au travail. Ancien sapeur-pompier volontaire, ancien ambulancier et ancien secouriste de la Croix-Rouge. Je suis étonné qu'on débatte de ça encore en 2017. Je suis un ancien frontalier belge et jusqu'à 18 ans, je pouvais capter la RTBF. Et tous les jours, avant 20h, ou le journal, il y avait un spot sur la sécurité routière. Et je m'en souviens encore. Je ne comprends pas qu'en France, on paye des impôts pour pouvoir avoir une télévision d'État, des radios d'État, et qu'on ne les oblige pas à passer ce genre de choses depuis très longtemps. J'ai été déléguée interministérielle à la sécurité routière. Et justement, cette idée d'une minute chaque jour de sécurité routière m'était apparue comme une très bonne idée. Et je me suis battue pour qu'on fasse une opération de sensibilisation avec Jamie et Fred qui font cette fameuse émission C'est pas sorcier. Et on a tourné 45 émissions pour les passer chaque soir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est plus à l'époque où vous aviez 18 ans. Vous ne devez pas avoir 19 ans aujourd'hui, monsieur. Bon, parce qu'aujourd'hui, ça coûte extraordinairement cher. Et vous n'imaginez pas comme il a fallu se battre pour arriver à faire passer ces 45 minutes, en quelque sorte, d'initiation pour expliquer pourquoi il y a une interdiction de ceci. On vous explique parce que, par exemple, pourquoi est-ce que c'est interdit de rouler à plus de 50 km/h en ville? Parce que 50 km/h, c'est
le choc, au-delà de 50 km/h, il devient létal. Donc ça veut dire que si vous avez un choc, il y a un risque de mort immédiat. Donc c'est une raison pour laquelle c'est interdit de rouler à plus de 50 km/h en ville. Donc tout ça, c'était fait pour démystifier les interdictions qui étaient édictées. Mais pour arriver à faire ça, et ça, c'était un one-shot, où on a fait passer 45 minutes d'information, mais vous n'imaginez pas le problème que ça représente et le coût que ça représente. Donc, ce coût, il faut bien le payer, parce qu'une télévision, elle a beau être une télévision publique, elle fait payer ses spots, et elle le fait payer au secteur public. Donc, c'est vrai qu'une initiation du type de celle que vous proposez, et qui... alors, on a cherché à le faire. On a contacté, enfin, moi, je sais qu'en tant que présidente du CNPC, j'ai contacté beaucoup d'organismes, Sylvain le sait, puisque nous avons même été sur un certain nombre d'opérations ensemble à essayer de développer avec les chaînes publiques des émissions pédagogiques pour apprendre finalement comment se protéger, ne serait-ce qu'au niveau domestique. C'est extrêmement compliqué à monter pour les chaînes et c'est très difficile pour trouver un financement pour le faire. Je ne désespère pas qu'on y arrive un jour et je peux vous assurer qu'on y arrivera.